Merci à vous tous. Merci surtout pour la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel, mesdames et messieurs. Nous sommes en dehors de nos frontières, mais vous avez la possibilité de nous suivre via l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne la FM et les panels, votre émission qui va au-delà même de nos frontières, en vue de régler la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les délégués du gouvernement de la RDC et ceux du Rwanda se sont réunis à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le 21 au Vendée, à l'occasion de la 3e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Nous allons aborder ces points alors que Kabila aussi ne cesse d'affûter les armes de son côté. On va parler de cette situation de conclave avec la naissance de cette nouvelle plateforme Sauvons les Congo. Beaucoup de polémiques se disent là-dessus. Mais au-delà de tout, on va revenir à l'interne aussi pour parler de cette polémique au sein de ces grands partis politiques au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi, alors que tout le monde aspirait à cette unité retrouvée. Mais relativement parlant, on sent que la coupe est loin des lèvres. Et aussi, on va prendre quelques réactions. Bon, ça fait partie des actualités politiques. Déjà, Marc Kabunda qui a réagi face à tout ce qui est arrivé au niveau de l'agence Rabank avec ses braquages. Nous allons parler autour de cette émission, surtout plateau spécial, qui reçoit pour vous Messieurs Guibao et Bamou, que vous connaissez très bien, figure emblématique du parti au pouvoir, non seulement parti au pouvoir, mais aussi des lignes sacrées. Et du reste, merci d'avoir répondu présent, Messieurs Guy, à notre invitation. Merci beaucoup, Messieurs. Apparemment, vous êtes loin de votre micro. Nous allons décrypter les quelques dossiers d'actualité. Je l'ai dit tantôt pendant mon introduction, qu'il y a des actualités qui font couler assez des larmes. D'abord, on va commencer par les tout premiers dossiers. C'est ces mécanismes conjoints de coordination à Washington, alors que nombreux se disent ne pas comprendre comment est-ce qu'en même temps on doit négocier la paix, et aussi les gens avec qui on négocie la paix, c'est sous cela qui s'affichent des armes à côté pour se préparer à peut-être à une autre force qui risque d'entraver la politique de Tshisekedi. Vous avez le temps. Non, comme nous l'avons toujours dit, Monsieur Paul Kagame n'a pas besoin de la paix. Vous savez, Monsieur Paul Kagame, pour être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un homme suffisamment organisé avec beaucoup d'argent, il devait piller la République démocratique du Congo. C'est tout ce qu'il a fait. Depuis son accession au pouvoir en 94 et surtout l'opération qu'il a réalisée 10 ans après en République démocratique du Congo, l'opération connue sous le nom AFDEL, c'est cette opération qui lui a permis de mettre ses pieds sur la République démocratique du Congo. Il s'est organisé, vous savez que le Rwanda, sur le plan des finances, le Rwanda vivent généralement de soutien extérieur à la hauteur de 40%, les 60% ou même plus pour faire la force du Rwanda, c'est le pillage de la RDC. Donc le retour à la paix en République démocratique du Congo signifie la régression du Rwanda sur le plan des finances et sur le plan économique, même sur le plan touristique et culturel. C'est la raison pour laquelle il a cédé à la pression, vous l'avez tous suivi, le président de la République en tant qu'un homme de paix était disposé à faire la paix. Nous étions au processus de Luanda. À la veille de la signature, M. Kagame a boycotté au vu et au su de tout le monde. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de doute. L'homme qui est contre la paix s'appelle M. Paul Kagame. Mais ça, c'est l'opinion internationale qui est en train de le constater. Nous faisons un effort à notre niveau de continuer à sensibiliser l'opinion pour que tout le monde comprenne la RDC veut la paix. Alors, Monsieur Guy, il y a une ambiguïté. Le problème est que dans cette coordination, le plus important, c'est qui prend un peu de l'ampleur ou de la prédominance, c'est la neutralisation des FDLR. Aussi longtemps que ces gens ne sont pas identifiés, parce que les FDLR, c'est le mélange de beaucoup de choses. Il y a une philosophie là-dedans qui semble être aussi difficile à décrypter, s'il faut le dire. La neutralisation des FDLR. Comment est-ce que vous pensez réussir? Comment est-ce que le président Félix va réussir à neutraliser un groupe difficile à identifier? Comment est-ce qu'on peut arriver à la réussite de cette identification des FDLR dans la partie orientale?
Non, ce n'est pas l'unique point. Le point est lié. C'est les mécanismes de lever à ce qu'ils appellent des forces défensives rwandaises. Les retraits de troupes étrangères. Ça, c'est un point qui est lié à ce point d'FDLR. En fait, le point d'FDLR, c'est une escroquerie politique. Un prétexte que M. Kagame a utilisé pour continuer à piller la République démocratique du Congo. Pour ne pas donner raison à Paul Kagame, nous avons accepté le principe. Mais nous allons constater sur le terrain que ces forces n'a plus la même réalité d'avant, parce que ça a pris du temps. Et puis, s'il faut faire bien l'analyse de la situation politique en République démocratique du Congo, vous allez reconnaître que le 30 dernières années, c'est Kagame qui a occupé l'espace est du pays où résidait l'FDLR. Mais nous ne comprenons pas. Si nous prenons la guerre de l'AFDEL, où il avait pris le contrôle de l'Est du pays, à partir d'août, je crois, octobre 1996, jusqu'à la victoire au 17 mai 1997, c'est lui qui avait le contrôle de l'Est du pays. On prend la victoire le 17 mai jusqu'au 2 août, qui a brouillé avec Mouzé, c'est toujours Paul Kagame. Après la brouille avec Mouzé, il crée l'RC de Goma à partir du 2 août 1998, jusque, je crois, à 2003, la signature de l'accord de Lusaka, c'est toujours lui. Et ainsi de suite avec les épisodes CNDP, M23. En fait, pendant les 30 ans de guerre, la majeure partie de l'Est du pays était sous contrôle du Rwanda. Comment M. Paul Kagame n'a jamais mis fin au FDLR qui était sur un territoire sous son contrôle? Ça, c'est la question que nous nous posons. Mais nous espérons les mécanismes de vérification vont permettre à beaucoup d'acteurs de la communauté internationale de comprendre que c'est un aspect qui distrait les gens. Bon, là, on veut aussi comprendre que c'est comme si le chef de l'État n'est pas sûr de lui-même. Déjà, sur le plan diplomatique, il y a eu des avancées significatives. Tout le monde ici a loué cette diplomatie agissante, avec la présence active de cette grande dame des affaires étrangères. Bon, on s'est dit, ok, on va vers le succès, et ça va. Mais subitement, le chef de l'État profite d'une présence d'une présence au niveau de Bruxelles, tendre la main à Kagame, alors que le préliminaire annonce qu'il y a déjà des pourparlers. Il y a des processus. Washington a pris les histoires à main pour mettre la paix. Comment tendre la main? C'est comme si quelque part le chef de l'État reconnaît une puissance exagérée de Paul Kagame. Non. Le Rwanda a eu comme puissance les alliances avec le multinational extérieur pour détruire le Congo. En termes de pays, c'est aussi coquille vide quand on dit multinational, ils ne sont pas identifiés. Ils sont identifiés. Hormis les États-Unis. Les rapports de l'ONU sont là, qui démontrent, qui citent depuis des années. Ils sont identifiés. C'est pas une coquille vide. Non, le chef de l'État n'est pas dans une ambiguïté. Il a eu à l'expliquer devant le compatriote de la diaspora à Bruxelles. Il a dit ceci. Il dit, c'est pas sur le terrain diplomatique, dans les salons diplomatiques où tout le monde n'a pas accès. Monsieur Kagame veut se faire passer pour la victime. Et c'est nous qui voulons la guerre. Voilà la réalité que le président Félix a dit. Ça n'a rien à voir avec l'ambiguïté, c'est la réalité sur le terrain diplomatique. À chaque fois que nous voulons réagir pour défendre notre pays, Kagame dit à tout le monde qu'on veut attaquer le Rwanda. Il exploite cet aspect des choses. C'est la raison pour laquelle le président de la République a profité de cette présence-là de plusieurs chefs de l'État africains pour montrer sa bonne foi. Mais si c'était une ambiguïté, mais quelle était la réponse de Rwandais après le message du président dans leur tweet? C'était le rejet. Monsieur Paul Kagame ne veut pas de la paix. Le contexte n'était pas propice, c'était pour parler économie, et lui, mon cher Jean, le chef de l'État est allé au-delà du contexte. Peu importe, le contexte est économique, mais nous subissons un pillage par un frère africain. Nous sommes devant les Africains, on devait en parler. Et même si on devait parler économie dans un pays en guerre, nous aurons quel résultat? Le président a bien fait d'insister, de montrer, et d'ailleurs, si vous suivez les images, les propos du président de la République a été applaudi dans la salle. Ses pairs africains l'ont applaudi. Pourquoi ils l'ont applaudi? Parce qu'enfin, ils ont entendu le point de vue de la RDC,
que nous voulons la paix. Vous voulez la preuve? Je lui tends la main. S'il peut parler à ces supplétifs-là qu'il utilise, il y aura fin, on va mettre fin à la guerre. C'est ça la réalité. On va mettre fin à la guerre parce que l'aspiration de tout le monde, c'est cette paix, non seulement une paix superficielle, mais une paix durable. Kabila, condamné à mort. On a suivi, juste après sa condamnation, la réaction de Bruxelles, non seulement Bruxelles, la réaction aussi de la CENCO. La CENCO a dénoncé la procédure du procès, parce que pour la CENCO, c'était un procès expéditif. Il n'y a pas eu d'éléments justificatifs que vous qualifierez d'éléments matériels prouvant que Kabila était attaché à un mouvement insurrectionnel. Et même aussi Bruxelles a réagi que c'était un procès qui n'a pas respecté la procédure. Et subitement, Kabila a réussi à réunir les opposants qui vivent à Kinshasa. Vous condamnez quelqu'un à mort. Vous savez qu'il est en train de piloter un mouvement rebelle, mais vous avez quand même la facilité de laisser quelques Congolais rejoindre Kabila et revenir à Kinshasa et puis vaquer à leur situation. Bon, d'abord, le communiqué de la CENCO, bon, la preuve qu'il y a démocratie et la liberté de l'expression existe en République démocratique du Congo. La CENCO s'est prononcée, c'est libre. Mais moi, tout ce que je voulais savoir aussi, lorsque le M23 et Paul Kagame sont en train de tuer les gens à l'Est, nous voulons voir aussi la condamnation de la CENCO face à Paul Kagame. Apparemment, de ce côté-là, on ne sent pas ça. Les morts qui sont tués à l'Est, pour ne pas frustrer Paul Kagame, qui a joué un rôle dans l'ombre, dans le soutien de la CENCO pour le fameux dialogue à venir, on a peur de condamner les actes de Kagame. Ça nous désole un peu. Ça nous met un peu à difficulté parce que les gens qui meurent à l'Est de la République démocratique du Congo sont des compatriotes, membres aussi de différentes églises, surtout nos deux grandes églises qui sont en train de piloter l'initiative du dialogue qu'on est en train de demander. Ça me met quand même mal à l'aise. On condamne, on reproche la condamnation de Kabila, mais les victimes qui meurent chaque semaine, l'ONU est en train de condamner, mais on ne sent pas la CENCO là-dedans, en train de condamner les morts, parce qu'on a peur peut-être de Paul Kagame. Ça, c'est de un. Deuxième chose, pourquoi les opposants ont sorti? C'est la liberté de circulation. Pour les gens qui pensent que Félix Tshisekedi c'est un dictateur, ils ont la preuve que tu peux quitter le Congo et revenir, même si on t'appelle opposant. Il n'y a pas une faiblesse là. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Vous avez vu, qu'est-ce que les services de l'État ont fait? Ils ont juste écouté, posé quelques questions et puis ils sont libres. C'était pour flouer juste la toile et puis passer à autre chose. Non, pas pour flouer. C'est difficile de prendre une décision face à cette Kikouni et les autres opposants. Je ne vais pas trop citer les noms. C'est difficile de prendre une décision parce qu'on sait qu'il y aura des répercussions sur le plan international, ainsi de suite. Vous ne voyez pas qu'il y a une forme de léthargie Il n'y a pas de léthargie. Bien au contraire, moi j'ai salué le comportement des services. Ils les ont entendus. Ils ont répondu aux préoccupations et puis on les a relâchés. Il n'y a pas de faiblesse. Est-ce que cette approche de sauvons les Congo que prend Kabila aujourd'hui et ses alliés, pour vous, est-ce qu'il y a crainte, il y a désolation, il y a déception, ou soit vous pensez que il peut y avoir quelque chose de bon qui peut sortir aussi de cette unité entre opposants? Mon cher frère, la question qu'il faut se poser, nous avons eu le sénateur Kabila ici comme chef de l'État pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 18 ans qu'il va faire en 5 ans? Espérons qu'on veut lui donner un mandat de 5 ans. Monsieur Kabila a eu 18 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 18 ans qu'il peut faire en 5 ans comme président de la République? Je ne vois pas. Il est mauvais aujourd'hui parce que vous n'avez pas su marcher ensemble. Là, Kabila a été considéré par vous, qui êtes de l'UDPS, comme acteur majeur de la démocratie. Alors, après avoir signé les accords, d'après ce qui s'est dit, parce que l'accord n'a jamais été brandi, après avoir signé les accords, le président Félix n'a pas eu à respecter les accords de son allié. C'est aujourd'hui, c'est comme ça que vous coulez à Kabila d'être quelqu'un de mauvais. Non, là, je vais vous finish, il y a un problème de reconnaissance des accords. Là, je vais vous renvoyer à l'histoire. Nous avons combattu le régime Kabila. De l'entrée de l'AFDEL, après l'AFDEL,
lorsque c'était Joseph Kabila, nous les avons combattus. Donc on ne peut pas dire que nous l'avons vu mauvais aujourd'hui, depuis toujours. Mais ça ne nous a pas empêché de saluer son action en 2018 comme étant un partenaire de l'alternance. Il avait contribué, ce sont des faits historiques, on ne peut pas nier. Mais malheureusement, monsieur n'a pas joué son rôle. Après son mandat, il devait aspirer à devenir, comme on voit ailleurs, on a vu avec les anciens présidents, le président Obasanjo, il est dans toutes les médiations africaines, c'est un ancien président du Nigeria. Le président Abdou Diouf, nous l'avons vu, secrétaire général de la francophonie. Il était dans plusieurs initiatives africaines, presque mondiales, en termes d'un responsable de la francophonie. Lorsqu'on a à exercer des prérogatives comme président de la République, après, on est important, on apporte son expertise dans la recherche des solutions de problèmes à travers le monde. Mais on ne va pas dans une rébellion. Ça, c'est une première. Un chef de l'État qui a servi pendant 18 ans, qui a commis aussi beaucoup de fautes, mais on a fermé les yeux, on l'a toléré, mais lui, à son tour, il estime que le peuple pouvait rester dans cette situation. Ça, c'est très grave. C'est ce qui choque. Il ne se rend pas compte de ce qu'il était. On ne peut pas être président de l'ancien président de la République et porter l'étoffe d'un chef rebelle. Ça, c'est ce qui est regrettable. Deuxième chose, aujourd'hui, il s'est rappelé qu'il devait sauver le Congo. Mais qui ne sait pas, il y a une dizaine d'années, peut-être quinzaine, un compatriote, le pasteur Coutinho, qui avait fait le constat que la Constitution n'était pas respectée, il a dit, j'organise un mouvement de sensibilisation citoyenne, s'il vous plaît, pacifique, pour dire, sauvons le Congo. Il était en train d'expliquer dans son initiative les articles de la Constitution à la télé. Vous connaissez son sort. Il est là, paralysé, handicapé. Il a subi un AVC parce que M. Kabila l'avait fait courir à Makala. Pendant autant d'années, un prisonnier personnel qui n'avait que des initiatives pacifiques, parlait de la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, lui, il se rappelle. Vous voyez, c'est comme si on n'oublie jamais ses victimes. Non, on dit, elle emprunte le même nom, sauvant le Congo des Coutinho qu'il a eu à maltraiter. Kabila, le père, l'a utilisé. Il y a certains qui ont interprété comme ça. Kabila, Laurent Désiré Kabila a utilisé les termes si avant Coutinho. Peu importe. Et pourquoi ne pas comprendre que nous, ça peut être la philosophie empruntée de son père et qu'il veut juste mettre à jour. Peu importe. Nous lui rappelons, il y a eu un compatriote qui avait pris l'initiative d'expliquer le contenu de la Constitution que lui, il avait prêté serment à l'époque de faire appliquer, qui s'est retrouvé à Makala mourant, parce que lui n'a pas voulu entendre ces sons-là. Et aujourd'hui, il s'est rappelé qu'il devait emprunter aussi, même s'il peut se référer à son père, libre à lui, mais là, il s'est référé à Coutinho. Alors, malheureusement, Monsieur Gu, nul n'est à l'abri de la justice. Est-ce que vous ne pensez pas que les chemins empruntés risqueraient un jour de retourner contre le président Tshisekedi parce qu'un jour il sera hors fauteuil présidentiel? Aujourd'hui, Kabila sénateur à vie, Kabila condamné à mort, Kabila devant tout ce qu'il y a comme mot, est-ce que cela ne risque pas de tourner contre le président Tshisekedi un jour? Pourquoi pas utiliser la phrase « les linges sales doivent se laver en famille » au lieu que de mettre les bâtons dans la roue et que demain aussi Tshisekedi puisse se retrouver devant la barre. Mon cher Jean, moi j'ai une autre lecture. Lorsque j'ai vu le procès Kabila, je me suis dit, je retiens une leçon. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, nul n'est à l'abri de la justice. Tout le monde peut devenir justiciable à tout moment. Donc moi, c'est plutôt une interpellation. Pendant que nous sommes au pouvoir, ça m'incite à bien gérer le bien de l'État pour éviter un éventuel procès. Moi, c'est la leçon que j'ai tirée. Moi, je ne fais pas sur le plan personnel du président de la République. De toute façon, le président de la République est en train de se distinguer. À titre individuel, il ne faut pas mêler les dossiers des collaborateurs que nous sommes à la personne du chef de l'État. Moi, c'est plus une interpellation à bien gérer. Donc, les signaux forts que le président Tshisekedi avait promis d'un État de droit, ça commence à se concrétiser, à se réaliser. Donc, ici, l'état de droit, c'est quand on condamne Kabila, c'est là qu'on sent la puissance de l'état des droits. Mon cher et ami, il y a un père de famille, Nicolas Kazadi, qui a été lavé. Ça continue à faire mon cher ami, nous sommes en Afrique, tu ne peux pas condamner un chef de l'État. Vous le savez.
Si on peut vous demander, citer les chefs de l'État condamnés en Afrique, malgré les méfaits commis, vous ne serez pas en mesure de les dire. Ce sont des bavures, ça sur le plan des droits. Non, ce ne sont pas des bavures, c'est un procès qui s'est déroulé, qui a eu lieu. Moi, je respecte la justice, peu importe le point de vue des autres. Nous avons vu en France, M. Sarkozy, ancien président, a été condamné, au même moment que Joseph Kabila. Ouais. Et là aussi en France, vous avez les réactions des partisans de Sarkozy. Ils ont contesté la justice française. Vous avez dit que cette justice aussi, elle est bonne, parce que contestée par une partie des Français. Et les juges sont allés plus loin. Ils ont reçu des menaces de mort. Qu'est-ce que vous allez conclure? Très bien. Alors, M. Guy, on va finir la première partie. C'était sur l'actualité, mais on prend d'abord les processus de dialogue. Faisons une étude comparative entre les formats que propose la CENCO ECC et la CIN RDC, les autres plateformes, et puis les formats du chef de l'État. Parce que il a toujours appelé à 2 reprises, je ne veux pas les dialogues à leur format, leur dialogue là. Qui peut être blocage? Parce que la CENCO a montré sa bonne foi de réunir tous les Congolais, sans exclusion, qu'il y ait inclusivité à tous les niveaux. Mais le chef de l'État, lui, dit il n'y aura aucun dialogue sans mon initiative. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une posture de dictateur? Ça n'a rien à voir avec la dictature. Moi, je salue le principe du dialogue. Que les Congolais se parlent, je salue. Je suis républicain, je suis non-violent. J'ai passé plus d'une trentaine d'années dans l'opposition sans prendre les armes pour le triomphe de la démocratie. À l'époque, c'était sous l'encadrement de Papa Etienne Tshisekedi qui était notre leader. Donc, nous, l'UDPS, on ne peut pas être contre le dialogue. Le dialogue reste une voie royale pour résoudre le problème si les compatriotes estiment que nous avons des problèmes, comme tous les pays du monde. Mais ici, la nuance, c'est quoi? Sur le président de la République qui met en garde, il a fait une analyse historique. Nous avons connu plusieurs dialogues qui n'ont pas produit un résultat. Parce que le problème, c'était quoi? Les gens qui venaient au dialogue se promenaient avec l'agenda de nos agresseurs. Ils viennent avec le brassage, le mixage, le partage du pouvoir sur le plan politique au niveau de toutes les institutions. Et enfin, on va atterrir le contrôle du Nord et du Sud qu'on va confier la gestion politico-militaire à une catégorie de gens bien identifiés, mais qui ne sont pas nécessairement pour les intérêts du Congo. Voilà le débat que le président a lancé. Moi, je pense, la question que vous êtes en train de poser, au niveau de ce qui se propose à la médiation, que ce soit la CENCO, l'ECC, la CIN ou quoi, le président a posé un problème, mais essayez de nous rencontrer, faites des propositions si on veut faire évoluer les choses. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus confiance en la CENCO qui vous a accompagné quand vous étiez à l'opposition? Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'aujourd'hui vous puissiez rejeter presque les propositions de la CENCO? Or, c'est la même. Vous savez que les prêtres ont subi des histoires. À l'époque de Kabila, les prêtres ont été humiliés dans des églises, dans des paroisses. Mais la même CENCO aujourd'hui, vous n'avez plus confiance en elle. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'a-t-elle fait, la CENCO? Non, moi je pense que, moi personnellement, je vais parler de moi, la communication de la CENCO par rapport à cette crise, elle a été très mauvaise. Mon cher Jean, je ne peux pas, moi, dire le couple Jean avec sa femme sont en conflit, je vais les aider à résoudre le problème, mais je manifeste une grande hostilité contre ta personne. Comment tu vas l'accueillir? Voyez un peu. Moi, j'ai reproché à la CENCO, la communication, elle a été très mauvaise. Si la CENCO avait adopté à peu près la communication qui s'effectue maintenant, là, je sens une communication beaucoup plus pondérée, je crois que les choses allaient évoluer. La communication était mauvaise. Tu ne peux pas être médiateur d'un conflit, respecter un tueur comme M. Paul Kagame, aucun propos, même pas condamner les actes de Kagame. Celui qui veut la paix doit avoir un langage j'arrive. différent des autres. Je veux la paix, je respecte Kagame, mais j'utilise des propos presque à l'injure contre Félix Tshisekedi, qui est mon frère, mon chef de l'État. Ça sert à quoi? C'est ça le problème. Il y a un problème de communication très sérieuse. Le même problème s'est posé avec l'ancien président sud-africain, M. Mbeki,
Tu viens, tu fais une communication 3 mois avant, où tu prends fait cause pour les agresseurs. Les morts congolais ne t'intéressent pas. Tu dis que c'est ça l'aspiration du peuple congolais, machin, fait Tshisekedi, un homme a rejeté. Et 3 mois après, tu dis non, je suis médiateur, je vous invite en Afrique du Sud. Ça, c'est déjà fait où? Voyez un peu le problème. Moi, j'ai reproché leur communication. La communication était très mauvaise. L'initiative du dialogue, je suis d'accord, mais la communication qui a accompagné cette initiative n'a pas aidé, n'a pas rassuré. Et nous sommes en train de le constater. Très bien. Là, le président a posé un problème. Je suis pour les dialogues, mais pas les dialogues selon le format de nos ennemis. Ça se fait, mon cher Jean, nulle part au monde. Bon, les concepts ennemis risquent d'échapper à beaucoup de Congolais, parce que plus on parle des concepts ennemis, ici, nous avons besoin de voir les Congolais autour d'une même table. Est-ce que c'est possible que Kabila Nanga prenne part au dialogue, actuellement avec les formats que pense le chef de l'État? Moi, je pense qu'il y a des médiateurs qui ont pris le contact, qui ont circulé à travers le monde. Ils ont suivi les chefs de l'État. Ils ont suivi ses réserves. Ils n'ont qu'à nous faire des propositions. Nous voulons avancer. Voici ce que nous craignons. Nous craignons qu'on nous amène le mixage, le brassage comme revendication, c'est-à-dire on prend les éléments extérieurs à la République démocratique du Congo, on verse dans l'armée, afin d'empêcher le progrès de cette armée. Parce que la situation qu'on reproche aujourd'hui à notre gouvernement, c'est quoi? Nous avons une armée faible. Mais on ne répond pas à la question pourquoi nous sommes faibles. Nous sommes faibles parce que pendant les 18 ans, nous avons subi un jeu de ping-pong de différents groupes armés qui changeaient de nom, qui avaient commencé d'abord il y a 30 ans par l'AFDEL, FCD, CNDP, M23. Et tiens, tu sais qu'il a soutenu aussi l'AFDEL, hein, si je ne m'abuse pas. Si c'est dans l'histoire. Si vous voulez, je vais en parler. Mais je vais d'abord terminer avec ça. Et tous ces épisodes-là ont produit quoi? Ont produit une armée faible, selon le souhait des agresseurs. Or, l'armée, c'est l'outil de la souveraineté nationale, de la défense nationale. Nous sommes arrivés à un niveau, notre armée ne peut pas rivaliser avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que affaibli. Si on rencontre les préoccupations du chef de l'État, la médiation nous dit par exemple, oui, nous avons réfléchi sur la question, voici ce qu'on propose. On va avancer. Le chef a parlé. Il a manifesté ses réserves. Mais on ne sent pas que vous êtes disposé à être sur la même table avec Kabila et Nanga. Non, nous pouvons vous rassurer, mais c'est fait, c'est un homme de la paix. Il veut la paix, mais qu'on le rencontre aussi. Est-ce qu'il ment? Si nous avons une armée faible, mais entre autres, parce que cette armée a été déstabilisée pendant 30 ans. Et vous voulez encore, on arrive dans un dialogue où on va dire, résolution, tous les militaires qui ont pris les armes, versés dans l'armée, tous les policiers versés dans la police, dans les renseignements. 3 ans après, nous sommes incapables de nous battre contre les pays voisins. C'est ça le problème. S'agissant de l'AFDEL, parce que vous avez parlé de notre mentor. Oui, l'UDPS a soutenu, l'UDPS via Etienne Tshisekedi, vous avez soutenu l'AFDEL. Jean, voici ce qui s'était passé. La guerre a commencé en août 1996. Monsieur Etienne Tshisekedi, notre papa qui était le leader, a dit ceci. La guerre qui a commencé, nous avons entendu, il y a un frère parmi nous qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. On peut considérer qu'il est en train de lutter pour défendre ses droits en tant que Zaïrois. Mais moi, Etienne Tshisekedi, j'ai lancé un appel à la paix pour les négociations. 3 mois après, lorsqu'on a eu les éléments qui avaient la présence de troupes rwandaises, le président Etienne Tshisekedi a demandé une audience pour aller voir le maréchal Mobutu à Nice qui était malade. Ça, on ne rappelle pas. Papa Etienne Tshisekedi était à Nice voir le maréchal Mobutu. Ils ont parlé, le maréchal lui a dit toutes les vérités sur cette guerre. C'était une guerre imposée, machin. Le président Tshisekedi lui a dit, ok, au retour, nous allons sceller la réconciliation à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre, négocier avec tous les ennemis. C'était ça le problème. Mais malheureusement, le maréchal Mobutu, très malade, au retour, il a subi la manipulation de son entourage, de la classe politique. Cette réconciliation n'a pas été scellée. Donc c'est différent.
Ça, Papa Étienne Tshisekedi, un patriote. Voilà les modèles que nous proposons à la jeunesse. On qui a aurait tout subi, mais qui n'a jamais pris les armes. Aucun jour pour tuer les Congolais en fait d'accéder au pouvoir. C'est ça la nuance. C'était quoi les rôles des Moubaki à l'époque au Rwanda? Parce qu'il semblerait que l'UDPS avait aussi une cellule au Rwanda. Non, ça c'est une question qui a été mal... on est en train de mélanger trop de choses. Les faits que je parle, là nous sommes en 96. Maintenant, le fait que vous êtes en train d'évoquer des Moubaki, là nous sommes en 2003. Non, on veut voir juste si je réponds à la question. A aussi participé à l'accompagnement de tous ces groupes rebelles. Je réponds à la question parce que généralement, lorsque les gens l'évoquent, c'est dans la confusion. Basala Kiboé, Basutena Kiba Rwandais, non. En 1993, en 2003, ça a commencé en 2002, nous étions dans le processus du dialogue intercongolais en Afrique du Sud. L'UDPS a été représenté par le président Tshisekedi, M. Moubaki, Mme Eve Bazaïba et tant d'autres qui étaient dans notre délégation. Pendant les négociations, nous sommes arrivés vers la fin des négociations. Le gouvernement de Kinshasa, on les appelait comme ça à l'époque, avec Joseph Kabila, ses délégués, ont signé un accord avec le MLC du VPM Jean-Pierre Bemba, qui fait de Jean-Pierre Bemba Premier ministre. On avait appelé ça les accords de l'hôtel Cascade. Et ils ont abandonné le reste des délégués qui étaient les RCD Goma, qui occupaient 43% du territoire national. Donc, en fait, c'était l'échec du dialogue. Cet accord avait consacré la partition de la République démocratique du Congo. Et le président Étienne Tshisekedi s'est dit non, on doit ramener tous les amis vers la table de négociation pour résoudre la crise. Et ensemble, avec les amis qui n'avaient pas signé, il y avait les RCD Goma et les autres, ils ont créé une structure qu'ils ont appelée Alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'est ce qui lui a permis d'aller voir Kagame, le président rwandais, pour connaître un peu s'il peut nous aider encore à aller vers la paix, parce qu'il était le maître du RCD Goma. Ça lui a permis d'aller voir le président zimbabwéen Robert Mugabe, ça on ne dit jamais, je ne sais pas pourquoi, pour dire, toi tu as l'ascendance sur Joseph Kabila, le parti gouvernemental, si tu peux mettre aussi la pression pour qu'on rentre dans la table de négociation. C'est dans ce titre-là, M. Moubaki s'était rendu à l'est du pays via le Rwanda. Et puis après, ça on n'a jamais dit, les dialogues intercongolais ont repris à 2003, qui avait consacré ce qu'on dit aujourd'hui le pacte républicain. Donc il y a eu l'apport de Papa Tshisekedi, c'était pour la paix, c'était pas pour la guerre. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gubao. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que vous êtes un haut cadre du parti présidentiel, l'UDPS Tshisekedi. On va prendre maintenant ce qui vous concerne, vous qui êtes de l'UDPS. Monsieur Gu, il y a eu une période de turbulence, perturbation au sein du parti, et il fallait la mainmise du chef de l'État pour régler les choses. Voilà, il a réussi quand même à faire réunir les deux partis, Deo Bizibou et puis Augustin Kabouya. Au retour, on a vu qu'il y a eu des discours qui ont circulé, les discours d'entame vers la paix. Et la paix en vue d'organiser les congrès au mois de décembre. Kabouya se déplace, Augustin Kabouya qui est votre secrétaire général, il se déplace, il va à Madrid pour des questions politiques. Voilà. Au retour, directement une matinée politique improvisée pour répondre à ces 6 secrétaires généraux adjoints à qui il avait laissé une tâche d'organiser peut-être une feuille politique du Congrès. Bon, il a dénoncé, ainsi de suite. La question est de savoir, à l'UDPS, d'après vos statuts, qui organise les congrès? Le congrès du parti est organisé par l'exécutif du parti. Et non le secrétaire général. Il fait partie de l'exécutif du parti. Je peux vous rassurer, soyez apaisés. La machine est en marche, nous aurons notre congrès. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous ne saurons pas dire plus parce que nous avons l'obligation morale de contribuer à ce climat de paix que nous souhaitons tous. Donc, je peux rassurer l'opinion, les choses avancent, nous sommes en train de travailler, nous aurons notre congrès. Bon, nous, à notre niveau, nous observons la température. On a vu qu'à un certain moment donné, Deo Bizibou était plus fréquent au siège, à la permanence,
Mais actuellement, on ne les sent plus. On voit plus Kabouya avec Jean Tezo. Pourquoi il doit être plus avec Tezo qu'avec Deo Bizibou? Non, moi je peux vous rassurer que les choses avancent. Les choses avancent, nous aurons notre congrès. Ayez votre mal à patience. Monsieur Guy, si vous avalez les mots, alors que sur terrain, nous observons autre chose, nous menons des investigations. En coulisses, nous cherchons des informations pour savoir si tout va bien à l'UDPS. Effectivement, tout ne va pas bien à l'UDPS, comme s'il y a un rebondissement des conflits. Parce qu'aujourd'hui, Kabouya est devenu ami proche des Tezo. On veut savoir où se trouve exactement Deo Bizibou, alors que ça devait être lui qui allait être au four et au moulin aux côtés des Kabouya. Mon cher ami, nous avons toujours été des amis à l'IDPS, nous tous. Mais sauf nous avons eu des divergences de vie que nous-mêmes nous avons étalées sur la place publique. Non, mais on vous accuse, l'UDPS, de ne pas profiter de votre pouvoir, alors que vous avez été efficace à l'opposition. Mais une fois au pouvoir, c'est comme si vous avez perdu la boussole. Raison pour laquelle nous voulons profiter de ça. Moi, je vous dis... Il vous reste 3 ans. Peu importe. Après le pouvoir, vous pensez que l'UDPS peut encore exister avec tout ce qui se passe comme manœuvre? Nous allons exister parce que nous avons survécu à la disparition de l'idée charismatique. Alors, Monsieur Guy, quand nous insistons sur ce qui se passe à l'UDPS, c'est parce que dans les coulisses, nous menons des investigations, nous cherchons des informations pour savoir si la santé politique au sein de l'UDPS va bien. Mais on pressent que la paix, l'unité qui a été instaurée n'était qu'éphémère et qu'il y a un rebondissement des crises. Voilà pourquoi j'insiste sur ces rapprochements entre Augustin Kabouya, secrétaire général, et Jean Tezo, à qui il avait laissé l'intérim quand il était à Madrid, alors que dans vos statuts, d'après les informations, d'après notre lecture, une fois que le secrétaire général revient déjà au siège, automatiquement, celui qui a assumé l'intérim ne peut plus continuer. Mais on sent ces rapprochements entre Tezo et Kabouya. Pourquoi pas aussi Deo Bizibou? Non, je son absence. Je peux vous rassurer au jour d'aujourd'hui, que ce soit l'honorable Augustin Kabouya, que ce soit le conseiller Deo Bizibou, que ce soit Monsieur Tezo, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes en train d'ajuster nos histoires pour arriver à la tenue d'un congrès. Comme on n'a pas beaucoup communiqué, vous avez comme l'impression que la guerre a repris. Vous nous connaissez à l'idée. Non, d'après les pourparlers d'Augustin Kabouya après Madrid, il a rejeté en bloc les propositions de ses adjoints parce qu'il fallait établir une feuille de route vers les congrès. La politique, les croquis de la politique, Kabouya a rejeté cela. Mon cher Jean. Et comment aspirer à un congrès si déjà les éléments du contenu n'arrivent pas à rassembler tout le monde? Ça, c'était il y a quelques jours. C'était 6 jours ou 7. Maintenant, c'est une autre réalité. Je peux vous rassurer, nous allons vers la paix, vers la tenue de notre congrès. Bon, on sent vraiment que vous portez aujourd'hui cette posture de paix. C'est comme si votre blessure a été lavée au plus vite possible. Vous avez été avec Jean-Marc Kabound à l'époque, quand il était encore à l'UDPS. Aujourd'hui, votre opposant farouche, numéro 1 du parti au pouvoir. Kabound fustige la faisabilité de Jacquemain Chabani comme ministre de l'Intérieur. Et pour lui, face à la réalité qu'il y a eu récemment du braquage, il faut que Jacquemain Chabani démissionne de son poste. Quelle est votre interprétation? Bon, il a créé son parti, c'est au nom de la liberté. Nous sommes des républicains, nous respectons la liberté d'un chacun. Donc on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a créé un parti, parce qu'il est dans l'opposition. Vous voyez que la démocratie existe, il n'y a pas de dictature au Congo. Ça c'est de 1. De 2, ce que je veux dire, c'est que il y a eu braquage sur Victoire. Il y a eu ce qu'il y a eu. Vous connaissez la réponse. C'est qu'aujourd'hui, il y a un procès qui a déjà commencé contre les officiers qui ont fait des dérapages. Le procès a commencé. Ça décourage l'opinion. Ça décourage l'opinion. Je ne dis pas sur les plans du droit, mais quelque part, ça décourage l'opinion. J'y arrive. Et le procès contre Madame Honorine va commencer demain vendredi. Ça aussi, nous avons suivi. Parce qu'il faut le dire à l'opinion. Il n'y a pas que la question, le procès contre les éléments de la police, il y a aussi le procès contre Madame qui va commencer demain. Est-ce que ça doit nécessiter la démission de M. Jacquemain Chabani VPM de l'Intérieur? C'est ça la préoccupation de M. Jean-Marc Kabound. Je crois que non.
Parce que loin de chez nous ici, nous avons vu en France, on a braqué aussi le musée de Louvre, un grand musée avec 8 millions de visiteurs annuels. Mais on n'a pas exigé la démission. Il y a eu débat à l'Assemblée nationale, vous avez suivi, personne n'a démissionné. Vous avez suivi, on suit d'ailleurs tous les jours les débats aux États-Unis, les dérapages, je vais dire plusieurs dérapages des policiers des FBI, la police américaine, contre certaines minorités qui arrivent même à amener la mort de certains citoyens et citoyennes américaines. On n'exige pas la démission. Je crois que le problème ne peut pas être au niveau de la démission des responsables, mais au niveau de l'amélioration du recrutement de nos éléments armés, au niveau de l'amélioration des conditions de travail, c'est que d'ailleurs le VPM Jacquemain Chabani est en train de faire. Vous avez vu la loi de la programmation de la police, l'amélioration de certaines conditions de travail. Tout ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Les braquages se multiplient. Pas plus hier, je ne sais pas, c'était avant-hier ou hier, il y a eu braquage en Sélé encore. On ne sent pas l'efficacité de la police sur le terrain. La sécurité. Justement, nous déplorons tous ces cas, mais l'État est là pour assurer la population. Donc, je crois que ça ne doit pas donner naissance à une démission, mais plutôt à un renforcement du travail du recrutement, de l'encadrement et de l'équipement des services de sécurité. Est-ce que Jean-Marc Kabound, aujourd'hui sur le plan politique, nombreux disent que son absence à l'UDPS creuse un trou. C'est vrai ça? Vous avez été avec Jean-Marc Kabound, il n'est plus à l'UDPS, cela ne vous empêche pas, s'il faut le jeter des fleurs, ça ne vous empêche pas que son absence aujourd'hui à l'UDPS est remarquable. On sent qu'il y a un vide. Bon, dans toutes les familles, les gens qui ont partenu, je crois que même lui, là où il est, il doit se dire que l'UDPS lui manque aussi, comme force politique. Lui aussi. Il doit se dire ça. Mais moi, je suis pas dans l'appréciation parce que chacun agit au nom de sa liberté. Librement, il a dit, il quitte l'UDPS. En fait, après les sanctions d'où il a été victime, il avait la possibilité de faire un recours, il n'a pas fait, c'est sa liberté. Moi, je pense que pour l'instant, chacun s'occupe de sa cuisine et de son avenir. Alors, on va finir avec ces dossiers du perchoir de l'Assemblée nationale. Qui va remplacer exactement Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale? On a vu le ministre de l'Industrie démissionner pour rejoindre l'Assemblée. Il revient parce qu'il faut remplacer Vital Kamerhe. Est-ce que ce choix est judicieux? Nombreux ont suivi son discours. Dans son speech, on ne sent pas qu'il est convaincu lui-même qu'il peut quand même gérer bien cette assemblée. Qui? Vous parlez de qui? Je parle du ministre de l'ancien ministre de l'Industrie, Boji. Alors, l'ancien. Bon, moi je ne saurais pas dire ça. Pour l'instant, attendons d'abord la décision de l'Union sacrée. L'Union sacrée va communiquer. Après la communication de l'Union sacrée, nous serons édifiés. Mais dire qu'à partir de son discours, on sent qu'il non, c'est un vieux routier de la politique. Il est plus économique que là où vous l'envoyez. Là, ça demande autre chose. Ça, c'est votre vision. Il a eu à gérer l'UNC comme secrétaire général adjoint pendant longtemps. C'est un homme politique au départ. On ne sait pas si il y a eu des pourparlers entre lui et Boji, et puis Boji plutôt, et Vital Kamerhe pour ne pas entraver les calmes qui règnent au sein de l'UNC. Vous prenez encore un membre de l'UNC pour remplacer son chef. On le saura lorsque l'Union sacrée va nous communiquer officiellement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de communication. Nous avons fait le constat que vous l'avez relevé. Si c'est ça la décision de l'Union sacrée, nous allons appuyer. Donc, on attend. Alors, Monsieur Guibao, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vous accorde quelques poussières de minutes pour faire un mot de la fin, à moins qu'il y ait quelque chose qui peut rebondir. Vous avez le temps. Le mot de la fin, c'est pour dire merci à OFM pour l'invitation. Merci à vous, à l'équipe technique. Merci au président, Maître Billy, pour le souci qu'il continue à avoir pour la jeunesse congolaise. J'aime beaucoup son slogan fixé sur FM TV. Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Ça, c'est un slogan que j'aime beaucoup. Et merci à toute l'équipe. Peut-être un mot à l'endroit de nos combattants. Nous allons dire que, chers combattants,
l'occasion nous est donnée d'aller vers le Congrès pour le retour à la paix, le retour à la dignité. Ils sont Donc, plus blessés. nous Les combattants avons- sont tellement blessés. Nous avons chômage, intérêt tout ça. à aller vers l'unité, afin que l'IDPS puisse répondre sa place du plus grand parti du Congo. Et au peuple congolais, un message d'espoir. Nous disons au peuple congolais, nous sommes en guerre. Le commandant suprême de notre armée, Félix Tshisekedi, est en train de se battre sur tout le front pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons fait 30 ans en guerre, 30 ans d'esclavagisme orchestré par l'extérieur du pays. Je pense qu'avec le travail que le président de la République est en train de faire, avec le soutien de notre peuple, nous ne sommes pas loin de la victoire. Donc nous demandons le soutien aux institutions du pays, soutien au président de la République, et il y a de l'espoir. Demain sera meilleur. Demain, nous aurons un Congo plus beau qu'avant. Alors, il était crucial pour nous d'examiner quelques questions afin de dissiper toute ambiguïté et d'éclaircir la situation complexe qui prévaut. Nous étais avec Monsieur Guy Bao, figure emblématique du parti au pouvoir, l'UDPS, Tshisekedi. Merci d'avoir été les nôtres, que ce ne soit pas la première ou la dernière fois. Quand même, vous avez l'idée de cette émission, les panels. Ça, c'est ma maison. En tout cas, merci pour les panels. Nous les suivons de temps en temps. On fait dire que ça puisse continuer. Et on est là, dispo, pour venir participer à l'échange. Merci beaucoup et merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM, et l'émission Les Panels. Moi, je vous retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs.